Bonjour et bienvenue dans le Jessie Talk, le média qui explore avec authenticité et fraîcheur des sujets qui touchent la jeunesse. Aujourd'hui, nous aurons un invité exceptionnel qui fait de l'audace sans monteur. Alors, dans le Jessie Talk, Quentin Maric. Salut Jessica, Bonjour Quentin, ça va? ça va très bien et toi? Très bien, merci. Merci Déjà, de m'accueillir. oui, déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et je suis sûre que certains vont se demander, ils sont tous ils sont tous les deux en rose, qu'est-ce qui se passe? C'est un exploit hein, de m'avoir fait mettre du rose, c'est Exactement. déjà une prouesse. C'est exactement ça. Alors Quentin va sans plus tarder démarrer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Quentin, il a lancé en 2014 une crêperie bretonne en plein Rio et ce fut un succès fulgurant. Oui, 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 oui. Et tout juste après, il a lancé Oli, la première marque de cigarettes française. Bon, c'est un flop monumental. sympa, mais ouais, c'est une belle intro, merci. Un flop monumental, mais justement, tu as su rebondir parce que Ouais. juste après, tu as lancé The Makers Factory, Mm. l'écosystème entrepreneurial qui forme, finance et accompagne des étudiants entrepreneurs. C'est bien ça? Ouais, exactement. Merci pour le flop, mais c'est ça, exactement. Alors, Quentin, avant juste de démarrer, j'ai une question à te poser. Ouais. Il y a beaucoup qui disent qu'il y a une certaine forme de gap entre le système éducatif actuel Mhm. et les véritables attentes du monde du travail, du monde professionnel. Mhm. Selon toi, est-ce que c'est avéré ou pas du tout? Oui, pour moi, c'est avéré et c'est vraiment flagrant. Ouais, Donc, ouais, moi, pour la petite histoire, j'étais un élève pas très bon à l'école, ouais, mais qui aimait bien apprendre. J'avais vraiment une soif d'apprendre et tous mes profs le relevaient. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi tant bien que mal de passer de classe en classe. Donc, j'avais une soif d'apprendre, mais je comprenais pas vraiment à quoi ça allait me servir dans la vie. Je dis pas qu'il faut pas apprendre Pythagore, Thalès, etc. ouais, Je dis juste que quand on a les bons profs qui vous disent concrètement à quoi ça va servir dans la vie, c'est mieux. Et donc, du coup, ma mission, entre autres avec la Makers Factory et toute la partie académique dans cet écosystème-là, c'est de permettre aux futurs étudiants, enfin aux étudiants et surtout aux futurs professionnels, d'avoir des clés concrètes. ouais, Notre mantra à nous, c'est de dire, bah, on apprend bien par des gens qui ont appris, on apprend mieux par des gens qui font. Donc, toute ouais. notre formation est vraiment axée autour de l'opérationnel, du concret, pour justement essayer de gommer ce gap entre théorie et pratique, et pour Ouais. que nos étudiants aient le plus de cartes pour être ultra valorisés sur le marché du travail. Exactement, c'est parfait que tu en parles parce qu'on va justement parler de ton parcours. Yes. Et donc, plus jeune, tu ne savais pas du tout ce que tu voulais faire. Non, moi j'ai toujours été sportif, très sportif, donc ça a développé plein de compétences en moi. J'ai fait beaucoup de foot, j'ai voulu en faire un peu mon métier. Bon, j'étais pas assez bon, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que j'ai pas pu faire ça, mais ça a développé plein de compétences en moi. Donc bah, l'école pour moi c'était un moyen d'aller faire du sport avec mes amis, de me retrouver avec mes potes. Et c'est vrai que longtemps je me suis dit mais en fait je me laisse porter, je sais pas trop quoi je faire. Et au fur et à mesure c'est devenu un peu compliqué l'école pour moi. Et donc, avec mes parents, on a fait une sorte de pacte, d'ailleurs. Pacte. Ouais, un pacte Ouais. écrit. Il est plastifié chez moi. Ouais. C'est un contrat tripartite disant le nom de mon père, le nom de ma mère, s'engage à laisser Quentin Ah faire ce oui, qu'il veut après le bac, quand même. s'il obtient le bac. Ok. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'avais une vision. J'avais une sorte de lumière au bout du Ouais. tunnel en me disant, Ouais. OK, bon, travaille, essaye de faire du mieux que tu peux. Bon, j'ai redoublé des classes, il y a eu des petites embûches sur le chemin. Mais dès lors où j'ai eu cette espèce de petite lumière, je me suis dit, OK, une fois que j'aurai mon bac, je ferai un peu ce que je veux et donc ça ira. Donc voilà. Ok, donc là, tu fais ton premier deal avec tes Ouais, parents. premier deal, exactement. Ok, Négociation très dure. très dur. Ouais, Ok, et la finalité, c'est de te permettre, en fait, juste après de voyager, d'avoir une certaine liberté ouais. sans qu'il n'ait aucun avis sur tes actions. Ouais, en fait, c'était vraiment donnant-donnant. C'est moi, je leur donne ce qu'ils attendent, c'est-à-dire au moins avoir le bac, ce qui était Ouais. à l'époque la norme, ce qui ne l'est plus. Et en contrepartie, bah, je donne le change en essayant de faire ce que je peux. Mais eux, du coup, après, ils s'engagent aussi à me laisser tranquille au moins pendant un an pour faire ce que je veux. Et en l'occurrence, ce que je voulais, c'était voyager, voir le monde, voir le Brésil, un pays qui m'a toujours attiré pour toutes les raisons qu'on lui connaît, le foot, la plage, tout ce que moi j'adore. Ouais. Et donc voilà, une fois que j'ai réussi tant bien que mal à avoir mon bac, Mm. je me suis envolé pour le Brésil. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Tes parents ont accepté parce
parce qu'ils se sont dit, bon, il est pas très bon à l'école, bon, ça va pas marcher, ou justement pour pouvoir te motiver? Ouais, non. Moi, j'ai grandi dans un environnement ultra aimant, bienveillant. Mes parents m'ont toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie si jamais j'y croyais et que je travaillais. Donc, je pense que c'était vraiment un leitmotiv pour eux de me dire, OK, on, on sait que ça va être dur, on croit en toi. Toi aussi, crois en toi. Ouais, Et à partir de ce moment-là, je dis pas que ça a été facile, mais en tout cas, j'ai mis plein de trucs en œuvre pour justement atteindre cet objectif-là. Donc, c'était pas du tout le fait qu'ils croient pas en moi. Au contraire, je pense que c'était vraiment un deal entre nous qui crée de la valeur, qui ouais, crée de la valeur ouais. pour eux et pour moi. Donc là, tu étais motivé, tu t'es donné à 100%, carrément à 1000%, Ouais, et tu obtiens ton bac. ouais, tant bien que mal. Oui, tu obtiens ton bac, et juste après ça, tu décides d'aller dans ton pays de rêve, le Brésil. Ouais, complètement. Déjà, pourquoi le Brésil en fait? En fait, j'avais une partie de ma famille qui vivait là-bas, que je connaissais pas trop, que j'avais vu à quelques événements de famille de temps en temps, mais Ouais, vraiment rarement. Donc, je me disais, OK, j'ai déjà un pied-à-terre là-bas. J'ai des gens que je connais au moins de visu, tu vois. Et donc, voilà, je me suis dit, bah, pendant mon année de break, ouais, je vais partir là-bas, me reposer, rien faire et profiter des joies du Brésil tranquillement. d'accord. Et à ce moment-là, tu parlais déjà portugais? Non, pas du tout, zéro. Je parle un peu espagnol à l'époque, Ouais, comme tout élève qui sort d'un bac général. c'est bon, ouais. Donc ouais, j'ai des notions d'espagnol, je parle anglais, mais enfin pas de ouf, quoi, juste normalement. Mais l'espagnol aide beaucoup au Brésil en l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, Ouais. la sonorité est identique. Donc voilà, ça m'a aidé, mais non, je parlais pas un mot de portugais. Tu n'as pas eu à faire face à des barrières culturelles, linguistiques, rien de tout ça. Non, 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 pas du tout. Je me suis bien adapté. Après, j'ai tout de suite voulu, en arrivant, être vraiment au contact de la population. Donc, en fait, Ouais, moi, je traînais pas avec des Français, je traînais qu'avec des Brésiliens, ouais, pour justement apprendre sur le tas. Donc, ouais. aujourd'hui, je dirais pas que je parle portugais, je dirais que genre j'ai 500 mots que je mets bout à bout. Mais en tout cas, c'est vraiment le langage que j'ai appris sur le terrain, sur le tas. Ouais. Et ça m'a permis de faire des belles choses là-bas, juste en ayant, voilà, une base de quelques mots qui me Ouais. permettent de faire des choses. Tu t'es quand même immergé dans la Ouais, culture, complètement, tu as fait plein d'activités, complètement. voilà. Ah, j'ai fait tout ce que les touristes font pas, Ouais, en étant au contact vraiment de la population. Et ça, moi, ça me tenait vraiment à cœur. J'aime pas trop faire les voyages des touristes classiques. ouais, J'aime bien sortir des sentiers battus, rencontrer des personnes à l'improviste comme ça. Et donc, du coup, ouais, voilà, j'ai voyagé tout seul dans le Brésil, je me suis ouais, baladé tout seul, j'ai rencontré plein de gens. Et tout ça m'a permis d'embrasser totalement la culture brésilienne. Et encore aujourd'hui, voilà, sous la grisaille parisienne, de temps en temps, je me dis qu'est-ce que je fais ici. Mais bon, il y a aussi plein de trucs bien à Paris. Mais ouais, le Brésil est un pays merveilleux, 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 que je culturellement, en recommande à termes tout de le monde. paysage. Ouais, même en termes d'humanité, c'est un Ouais, pays qui a une dualité très forte entre pauvreté et richesse. ouais, Ça fait relativiser, voilà, ça fait prendre conscience de plein de trucs et c'est très intéressant. ouais. Je le disais en préambule, tu es allé au Brésil Mm. et tu as quand même lancé 6 restos, Mm. une crêperie bretonne qui a vraiment, c'était un succès incroyable. Mm. Est-ce que tu peux nous dire en fait comment ça s'est passé? Tu étais sur les plages. Ouais. À quel moment en fait tu as eu le déclic? Mm. Bah déjà, en intro, j'aurais aimé, Jessica, que tu dises que je suis breton, parce que c'est quand même le ciment de toute ma vie. Donc moi, mes deux parents sont bretons. J'ai Ouais, grandi à Paris, mais dès que j'avais un temps libre, j'allais en Bretagne. ouais, Et ça m'a vraiment aussi donné une sorte de double casquette. Je suis ouais, aussi bien à l'aise dans la ruralité que dans la ville. Et donc, ça me permettait de m'adapter très rapidement. Et donc, nous, les Bretons, bah, on a plusieurs trucs dans notre sang. On a du beurre et on a des crêpes. ouais, Donc depuis tout petit, on mange des crêpes tout le temps. C'est vraiment dans notre ADN. Et quand j'arrive à Rio, très rapidement, la première semaine, je me balade sur la plage avec mon oncle. Il faut ouais, savoir qu'à Rio, tout se passe sur la plage. ouais, Le front de mer, c'est vraiment le centre névralgique économique de Rio. Et à un moment, on a faim, on a envie de manger, donc on sort de la plage. Et sur le front de mer, on se balade et je regarde un peu l'offre de restauration, mais vraiment de manière informelle. Tu vois, en ouais, fait, avec un peu de recul, j'étais en train de faire une étude de marché sans m'en rendre compte. c'est ça. Donc, du coup, je regarde, je vois, bon, il y a des sushis, bah, il y a des pizzas, il y a des trucs typiques brésiliens. Et à un moment, il y a un truc qui fait tilt pour moi. Je me dis, mais c'est bizarre. Nous, on est des Bretons, il n'y a pas de Ouais, crêperie. Et donc, je dis ça à mon oncle. Mon oncle, il est chef de restauration, expatrié là-bas depuis 20 ans. ok. Donc, lui, il avait vraiment une expertise là-dedans. Je dis, mais c'est bizarre, tonton, pourquoi il n'y a pourquoi il y a pas de crêperie à Rio? Ouais, Il me dit, bah ouais, j'y ai jamais pensé. Lui, il devait être là depuis plus longtemps. Donc, il était vraiment ouais, Carioca. Carioca, c'est les habitants de Rio. d'accord. Et il me dit, bah ouais, non, il y a pas ça ici. Donc, juste voilà, c'est un fait. Et à partir de là, en fait, il y a eu un petit déclic en nous. On s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Parce que si ça n'existe pas, il y a peut-être une raison. Ouais, Et donc, moi, je lui dis, bah,
est-ce que dans la culture brésilienne, les crêpes, c'est connu? Est-ce qu'ils ont l'habitude de connaître ce genre d'aliments? Et ils me disent, ouais, ici, il y a ce qu'on appelle les tapioques, donc c'est des petites crêpes, mais faites à base de riz, Ouais. de pâte de riz, pardon. Donc c'est vraiment dégueulasse. Mais au moins, ils sont familiers du... De la crêperie, ils Voilà, savent, ils voilà, connaissent voilà, le ils produit. identifient ça. Ouais. Et donc, à partir de là, je me dis, bon, bah, c'est dans la culture, nous, on sait faire. Je pense qu'on a plein de compétences à faire valoir. Let's go. Et vous vous lancez comme ça. Ouais. Je pense que beaucoup vont vouloir comprendre, en fait, certes, vous avez une idée, mais pour pouvoir mettre en œuvre une idée, il faut quand même des fonds, il Ouais. faut du financement. Mm. Et toi, tu es parti en tant que jeune bachelier, en fait, tu n'avais pas de moyens à ce qu'on sache. Non, j'avais pas de moyens, si un peu quand même, parce qu'en fait, du moment où j'ai fait le deal avec mes parents, je m'étais mis en tête du coup de partir pendant 1 an et d'être autonome. Donc en fait, j'ai fait plein de petits tafs alimentaires Ouais. pour justement accumuler une petite somme d'argent pour être autonome. Et cette somme d'argent, en l'occurrence, nous a permis de nous lancer sur nos premiers investissements. Mais bon, là où la petite histoire est intéressante, c'est que quand tu veux lancer une offre dans la restauration mais que tu n'as pas d'argent, Ouais, tu peux pas ouvrir un restaurant. c'est pas possible. Donc, du coup, il faut trouver un hack, il faut trouver une manière de pouvoir faire de l'argent sans en avancer. Ouais, Et en fait, là, le truc auquel on a pensé, nous, c'est de faire un service de traiteur à domicile pour justement ne pas avoir le pas de porte qui est le coût le plus important dans la restauration. Et donc, on a démarché une des plus grandes stars de Rio dans la télévision. On est allé le chercher un peu à l'audace devant sa chaîne de télé. ouais. On lui a vendu le concept. 2 jours après, on faisait un événement chez lui pour son anniversaire. Il avait ramené tout le gratin de Rio de Janeiro. Beaucoup de pubs, en fait. Ouais, gros coup de pub. Et là, en fait, l'histoire était lancée. Vu que moi, je lui avais dit, pour la petite histoire, je dis, cet événement-là, je te le fais content. Ouais. Toi, ça va rien te coûter. Mais je veux juste que tu m'invites tous les gens de Rio. Et en fait, du coup, lui, c'était une star des novelas. Les novelas, c'est les séries en Amérique du Sud qui sont très connues. Et donc, du coup, lui, il était très connu. Et donc, il a invité tous ses amis. Et l'événement s'est tellement bien passé qu'en fait, après, tout de suite après, on a eu une grande demande. Et le service de traiteur à domicile qui marchait très bien et qui, en fait, est très lucratif. Parce qu'en fait, tu avances juste l'argent et tu factures assez cher. Donc, c'était très intéressant. Nous a permis d'avoir notre vache à lait et notre autofinancement qui permettait de se développer et d'ouvrir un restaurant, qui en ouvrait un deuxième, qui en ouvrait un troisième, jusqu'à 6 quand je suis parti. Jusqu'à 6. Et c'était à peu près combien de revenus nets au bout de la première année? Moi, je suis resté 1 an et demi là-bas. Oui. Avec les 6 restaurants en euros, ça faisait un petit peu moins de 1 million d'euros. Pas mal quand même. Ce qui est intéressant, ce que je déconstruis pas mal dans les affaires, c'est pas tant le chiffre d'affaires, c'est plutôt le résultat net. Donc, en fait, ce qu'on avait dans les poches. Exactement. Et en l'occurrence, les crêpes, c'est comme plein d'autres business, c'est très rentable. La matière première coûte rien. Et en plus, nous, on avait un positionnement haut de gamme. Donc, en fait, au Brésil, il y a 2 classes. Il y a les très riches et les très pauvres. Il n'y a pas trop de middle class. Et nous, on a pris une segmentation qui s'adressait aux très riches. Et donc, du coup, tous nos produits étaient volontairement très stylisés, axés autour du luxe, de la culture française. On parlait que français dans le restaurant. Moi, j'appelais toutes les clientes, ah, mon amour, mon chéri. On mettait du Edith Piaf. Enfin, en fait, on cultivait vraiment ça, ce qui nous permettait en fait d'avoir un positionnement premium et de vendre nos prestations plus chères que ce qu'elles ne valent et qui nous permettait du coup de se développer. Mais est-ce que c'était pas très risqué quand même, parce que tu as dit il y a la classe moyenne et il y a les très riches. Et si ça n'avait pas il y a les très riches et les très pauvres. Les très pauvres. Ouais. Et si ça n'avait pas fonctionné, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez pivoté? Ouais, on aurait essayé de pivoter, je pense. Peut-être qu'on aurait voulu faire. Je pense qu'on serait peut-être adressé à une autre population ou à un autre style. Peut-être qu'on aurait adapté notre branding, notre positionnement. En tout cas, là, on a fait mouche. Et là, en l'occurrence, l'expertise de mon oncle a été énorme. C'était de se dire, on sait que les Brésiliens adorent les Français. Oui. Ils ont l'image du Français avec notre baguette, notre béret, vraiment le cliché du Français. Oui. Et donc, du coup, nous, on a beaucoup joué là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, dans notre restaurant, on avait tous des marinières. Il y avait des drapeaux de la Bretagne. Il y avait vraiment En fait, on vendait beaucoup plus que des crêpes. On vendait un voyage en France. Et les gens, quand ils venaient dans notre crêperie, quelque part, si la crêpe était pas bonne, c'était pas très grave. Elles étaient bonnes, attention, hein. C'est le meilleur du monde. Mais ils venaient pour avoir un bout de France à Rio. Oui. Et c'était vraiment ça notre expérience. Ok, mais du coup, là, tu me parlais justement de ton oncle. Ouais. Dans l'entreprise, en fait, toi, quel était ton rôle? Tu étais plus derrière les fourneaux ou bien plus dans l'aspect managérial? Non, j'étais vraiment la petite main opérationnelle que personne ne voit, qui travaille dans l'ombre, et ça me va très bien. Moi, je recommande à tous les gens qui veulent se lancer, même dans la vie, de bien se connaître. Ouais. Moi, je sais que mes compétences, c'est pas d'être devant une caméra, c'est paradoxal aujourd'hui, Oui. mais c'est un exercice pour moi. Oui. Je sors de ma zone de confort, mais moi, je suis meilleur dans l'ombre. Je suis meilleur quand je dois exécuter, faire du travail un peu rébarbatif, faire le travail que personne veut faire.
Je m'épanouis là-dedans. Donc, en l'occurrence, mon rôle à moi, dans les premières semaines, dans les premiers mois, c'était vraiment de faire tout ce que personne ne veut faire. Ouais. C'est-à-dire la vaisselle, les crêpes, la logistique, l'organisation, le démarchage client. Et tout ça a permis à la marque de se développer. Et mon oncle, à côté de ça, qui lui est très charismatique, qui a des compétences que moi, j'avais pas, représentait la marque, allait en parler, faisait du networking. Là où moi, déjà, je suis pas bon, mais en plus, je pouvais pas le faire parce que je parlais pas portugais. Ouais. Donc, avec un français, espagnol, anglais, je me débrouillais sur certains trucs. Mais voilà, c'était chacun son rôle et c'était très bien comme ça. Mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis en fait en tant que jeune et surtout pour les jeunes qui regarderont la vidéo, Ouais. c'est de comprendre aussi, c'est pas toujours être sous les feux des projecteurs, c'est vraiment comprendre quelle est notre plus-value, qu'est-ce qu'on sait bien faire et le faire tout simplement. Ne pas juste chercher à être sur les réseaux, à se faire voir, mais vraiment travailler de façon acharnée et rester vraiment dans son élément. Après, si ton truc, c'est les réseaux, génial. Franchement, Ouais. au fond, et c'est génial. Mais il faut juste savoir ce avec quoi tu es à l'aise et ce dans quoi tu es bon. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'important. Et moi, je sais que dans les des aventures que j'ai eues entrepreneuriales, Ouais. ma valeur, elle est là. Elle est dans l'exécution, le travail acharné ou autre. Ouais. Mais si j'étais bon en réseau, bah, je ferais que des réseaux. Hein. Forcément. Être assis là à discuter, je pourrais faire ça toute la journée. Hein. J'adore. Donc, les affaires marchent bien et je connais un peu ton histoire. Il arrive le moment fatidique où tu es censé retourner sur Paris Ouais. pour poursuivre tes études. Mm. Là, c'était quoi? Tu étais dans quel état d'esprit là? Catastrophique. Grosse dépression. En fait, dans le deal avec mes parents, c'était 1 an où je faisais rien et après, je rentrais en France pour faire des études. Ouais. Donc, en fait, ils ont honoré leur part du deal en se disant, bah, je te laisse partir. Moi, j'ai honoré la mienne en rentrant en France. Et ouais, ça a été compliqué parce qu'en fait, tu passes d'une vie. Donc, moi, j'avais 18 ans, 19 ans à l'époque. Tu passes d'une vie où tu as le soleil, une autonomie financière, la plage, vraiment un cadre de vie incroyable, à aller à la fac d'éco à Tolbiac, dans le 13e, écouter des profs qui te disent La descente. comment faire un diagramme, je sais pas quoi, et je me dis, mais en fait, ouais, c'est compliqué. Donc, en fait, c'était un moment de ma vie un peu complexe parce que je suis passé vraiment d'une vie rêvée à une vie que je devais avoir. Donc, Ouais. c'était un peu compliqué. Ça a été 3-4 années un peu, ouais, un peu morose, où je n'ai pas fait grand-chose. Je ne m'étais pas trop mis en action. Ouais. Et après, je me suis repris en main. Ok. Il y a un détail dans ton histoire, dans ton parcours que tu omets. Juste avant de partir, tu as eu une sorte de situation conflictuelle avec ton oncle, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que c'était lié à des divergences financières ou c'était plus personnel? En fait, c'est toujours compliqué de faire des affaires avec sa famille. Ouais. La question pourrait être débattue pendant des heures et des heures. Je pense pas qu'il y ait de bonnes, de mauvaises réponses, avis sur le sujet. C'était un tout. On était arrivé à la fin de notre aventure. Moi, je devais rentrer en France. La boîte marchait bien, donc il y avait une incompréhension de son côté. Moi, il y avait une incompréhension du mien de me dire, bah, il me comprend pas. Donc ouais, c'était compliqué. Ça s'est pas très bien fini. Ouais. Encore une fois, quand on mêle la famille à tout ça, bah il y a des divergences, il y a des luttes d'intérêts, c'est très compliqué. Donc ouais, s'associer en famille, c'est un grand débat, un grand sujet qu'on Ouais. pourrait avoir. Ça c'est pas très bien fini. Euh, Malgré ton expérience, est-ce que toi, tu conseillerais à des jeunes d'entreprendre avec des proches ou des membres de la famille? Ouais. Euh, oui, Ouais. oui, je recommanderais. Par contre, en fait, quand tu entreprends, faut être très clair sur Ouais. le fait que tu peux tout, Transparent. ouais, il faut tout perdre, que tu peux tout perdre. Ouais. Tu peux tout perdre financièrement, tu peux tout perdre humainement, Ouais. et il faut être très au clair là-dessus. Donc, par exemple, moi aujourd'hui, je sais que la réponse à cette question, c'est je pourrais plus jamais entreprendre en famille. Parce qu'en fait, je suis pas prêt. Quand même, radical. Non, impossible. Imaginons que je veux entreprendre avec mes frères, ce qui pourrait être le cas, je Ouais. le ferai pas. Parce qu'en fait, le risque de perdre la relation avec mon frère, elle est plus importante que le risque de réussir quelque chose avec lui. Ouais. Vous voyez? Tu vois? Donc en fait, le risque est trop grand et moi, je veux plus le faire. Je veux pas le faire. Donc après, si ça marche bien, c'est une histoire qui doit être incroyable à vivre avec Oui, quelqu'un bien de sa sûr. famille. Parce qu'en fait, la boîte, c'est ton bébé, t'en parles tous les jours, tu vis que de ça, tu fais que Ouais. ça. Et si tu le partages avec quelqu'un qui est de ton sang, c'est un Et que truc. tu apprécies, que tu aimes et avec qui tu partages Ouais, les mêmes valeurs, c'est un truc de fou. Mais il faut vraiment que ça se passe bien. Donc, il faut que les choses soient très claires dès le départ, cadrées. La sortie, les parts, les investissements, les choix de vie. Voilà,
c'est un contrat qui doit être très engageant, mais très clair. Et si ça se passe bien, ça doit être la meilleure aventure du Bien monde. sûr. Si ça se passe mal, c'est plus compliqué. Ouais. Maintenant que tu le dis, j'y pense. Quelles seraient pour toi les 3 règles d'or ou les 2 règles d'or pour entreprendre en famille? Ouais, transparence, Oui, euh, même vision. Je pense que si jamais moi j'investis avec, enfin j'entreprends pardon, avec mon frère qui lui, oui, bah, imaginons, hein, essaye d'avoir un bébé ou autre, et moi je suis pas du tout là-dedans, bah en oui, fait ça va être compliqué à un moment parce que bah il aura peut-être un peu moins de temps ou il aura des priorités qui sont pas les mêmes. Donc oui. pour moi il faut être transparent dès le départ, il faut avoir la même vision, la même timeline, les mêmes Oui. perspectives. Voilà, c'est ça que je recommande. D'accord, d'accord. Donc, il faut être clair dès le départ pour qu'à la suite, on ne soit pas déçu par des décisions de l'un ou de l'autre, en fait. Ouais, je pense que c'est la clé. Je pense que Ouais. c'est la clé. Après, c'est humain aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas Bien contrôler. sûr, ouais. Mais Bah, de toute par façon, contre, tu vas rien contrôler en c'est entrepreneuriat, hein. ça, c'est Tu ça. peux te dire que j'ai la vision la plus claire du monde. Oui, 3 semaines après, bah, ta vision elle a changé parce que ton oui, marché a changé, tes coûts ont changé, il y a le Covid, il y a la guerre en oui, Ukraine. Donc, ouais, faut être capable de s'adapter. oui. Mais il faut quand même avoir une sorte de, ouais, De comme, clause. voilà, c'est ça. Faut vouloir avancer dans le même sens. Oui, Voilà. Même s'il va y avoir des divergences, des chemins qui vont se croiser, faut quand même avoir envie d'avancer dans le même sens. d'accord. Donc, juste après, justement, donc tu reviens sur Paris. Ouais. Euh, Est-ce que ton mode de vie a changé parce que tu reviens quand même les mêmes plaines, n'est-ce pas? Un peu, oui, oui, un peu d'argent, ouais. J'ai un peu d'argent. Mon mode de vie n'a jamais changé. Oui, Même maintenant où les affaires vont bien pour nous, mon mode de vie n'a jamais changé. Tout simplement parce qu'en fait, les gens autour de moi n'ont pas changé. ok. Je pense que tu évolues et tu changes quand les gens et ton mode de vie autour de toi changent. Moi, j'ai toujours les mêmes amis Oui, qui ont des revenus très confortables, mais qui ne sont pas non plus indécents. Ma famille, ça n'a pas bougé. Et donc, oui, en fait, l'un dans l'autre, je peux pas trop évoluer, vu qu'en fait, mon cercle social et familial n'a pas évolué. Vous voyez, donc, je vais toujours à la fac pour donner des cours, je vais toujours dans des endroits un peu, enfin, pas les plus prestigieux, mais en fait, ça me va très bien. Moi, j'aspire à évoluer, à grandir dans ma vie, mais je veux pas changer. Je fais vraiment le distinguo entre évoluer et changer. Au fond, je pense que je serai toujours le petit Quentin, pas très bon à l'école, qui veut juste se marrer, faire du sport et se mettre en mouvement. C'est ça, moi, mon truc. Et donc, du coup, bah non, mon mode de vie n'a jamais changé entre le fait d'être un étudiant, un entrepreneur qui rate, un oui, entrepreneur qui réussit. Ça ne changera rien parce qu'en fait, quand je te disais tout à l'heure qu'il faut bien se connaître, je pense que moi, j'ai fait un gros travail très tôt et je me connais très bien. oui. Donc, en fait, je sais qui je suis, je sais où je sais comment j'y vais. Et donc, du coup, l'un dans l'autre, ouais, je peux évoluer. Il y a évidemment, il y a des consommations, il y a des plaisirs que tu te fais qui évoluent De temps en temps, oui. avec ton lifestyle. Ouais. Mais fondamentalement, jamais de la vie, enfin, j'espère pas changer. Ok. Donc, tu es resté plutôt sobre, en fait, Ouais, ouais. parce que ton cercle d'amis est resté le même. Ouais. Ok, d'accord. Bah là, mais en fait, Jessica, toi, tu me connais maintenant depuis 2 ans. Bah, j'ai jamais un habit de marque très luxueux. Ouais. J'ai toujours le même scooter. En effet, J'ai toujours, je merci. confirme. Ouais. J'ai toujours le même scooter pourri. Voilà, j'essaye d'évoluer, de me faire plaisir, mais en fait, je suis pas là-dedans. Donc, D'accord. par contre, je me fais des kiffs, j'invite ma famille en vacances, Ah, c'est très je loue bien. des belles maisons pour tout le monde. Mais moi, c'est ça Ouais. ce qui me fait plaisir dans la Leitmotiv, vie, en fait. c'est de pouvoir faire croquer aux autres ce que moi j'arrive à créer comme valeur. Donc, par exemple, tous les ans, j'ai un rituel au mois de mai, souvent au mois de mai, je loue une super maison en Grèce, souvent parce que j'adore la Grèce, il fait Ouais. beau, c'est génial, dans les Cyclades, et je fais une semaine avec ma famille, une semaine avec mes amis. Voilà. Mais ça, moi, en fait, c'est mon kiff ultime. Ouais. Pouvoir inviter les gens que j'aime à bénéficier de ce que j'ai la chance d'avoir, bah, en fait, moi, c'est mon kiff ultime. Ouais. Parce que souvent, certains disent qu'ils entreprennent pour la liberté financière, mais toi, au-delà de la liberté financière, c'est vraiment faire plaisir à ta famille, aux gens qui comptent véritablement Ouais, pour ouais, toi. ouais. En fait, moi, inviter les gens, c'est mon grand kiff. Inviter les gens au restaurant, inviter des gens à boire des verres, inviter en général, c'est mon grand kiff. Et c'est pas, je t'invite parce que je veux te montrer que j'ai de l'argent. C'est juste en Ouais. fait partager un moment avec les gens que j'aime, Ouais. ce qu'on appelle du quality time, vraiment Ouais. des Des temps, temps de du qualité. temps de qualité. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'adore. Ouais. Et là, je te dis la vérité, il est samedi matin, je me suis levé à 8 heures pour venir ici au studio. Bah, je suis trop content. Mais oui, Je suis trop content parce qu'en fait, c'est un bon moment et ouais, on parle de choses qui ont du sens pour moi. C'est ça, moi, exactement. qui me motive. Et tout ça, en fait, n'est possible que, bah, en fait, si tu te bouges. Si Ouais. tu te bouges, si tu te mets en action, si tu fais des trucs. Et moi, c'est vraiment la rétribution de mon travail. C'est pas tant pour moi, en fait, c'est pour passer du temps de qualité avec les gens que j'aime.
C'est très beau ce que tu dis. Et je note le fait que tu apprécies inviter. Je... Ouais, d'accord, tu veux que je t'invite, d'accord. Mais Allez. pas que moi, Ouais, hein, d'accord. toute la classe. Ouais, d'accord. Quentin, donc justement, tu reviens sur Paris, tu poursuis tes études. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, en fait, j'ai eu une superbe expérience à Rio, Mm. sans avoir fait du management, du marketing, du brand content, rien Mm. que tout ça, en fait. Et là, tu reprends tes études, t'as pas remis en fait en question Mm. Bah si, j'ai tout ton... remis en question. J'ai tout remis en question parce que voilà, je m'ennuyais à la fac. J'étais à la fac donc en économie à la Sorbonne. Je m'ennuyais, je trouvais pas de, j'étais pas animé par ça. Donc Ouais, en fait, j'ai fait ce qu'il fallait pour passer de classe en classe ouais, et arrivé à mon M1, je me suis posé, je me suis dit bon Quentin, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être économiste ou ouais. est-ce que tu veux faire le seul truc qui t'a animé pour la seule fois dans ta vie et dans laquelle t'as pas été trop mauvais, Ouais. faire de l'entrepreneuriat, faire des affaires? Je me suis dit, bah voilà, faut reprendre ton destin en main, Ouais. faut aller là-dedans. Et là, en fait, au Brésil, où j'ai fait plein de trucs très bien, je me suis aussi rendu compte que j'ai fait plein de trucs catastrophiques parce qu'en fait, j'étais pas formé et je me suis, enfin, j'y suis allé que au feeling. Et d'aucuns peuvent dire que l'entrepreneuriat, bah, ça s'apprend pas. Moi, je suis convaincu qu'au contraire, c'est un métier. Ouais. D'aucuns l'idéalisent ou autre. C'est un métier qui demande des compétences vraiment très spécifiques. Il y a une grosse part d'action, de culot, de Ouais. fighting, etc. Mais Ouais. il faut Ouais. aussi avoir des idées très claires. Quand je te dis que j'ai fait une étude de marché de manière informelle, bah peut-être, je l'ai bien fait, mais peut-être que j'aurais dû la faire différemment. Différemment. Voilà. Et mieux. Et mieux. Donc il y a plein de trucs très bien qu'on a fait. Avec du recul, il y a plein de trucs catastrophiques qu'on a fait. Et donc je me suis dit, OK, je vais me faire une dernière année d'études, full intense entrepreneuriat. Je vais apprendre, je vais me faire un réseau, je vais networker et je vais devenir une machine d'entrepreneuriat. Et donc du coup, j'ai fait une dernière année en master d'entrepreneuriat à la fac de l'UPEC. De l'UPEC. Moi, je trouve que c'est intéressant pour tous les jeunes qui vont regarder la vidéo de savoir aussi que c'est en faisant plein de choses finalement qu'on finit par trouver sa voie. Ouais. Il faut pas rester figé. Il Bien faut sûr. vraiment pas rester figé. Il faut vraiment expérimenter, étudier. euh, Entreprendre, en fait, Mm. même la chose la plus minime qui peut sembler la plus banale, en fait. Là, moi, je suis là aujourd'hui, je reçois mon directeur pédagogique en échange. C'est ça, en fait, c'est ça la vie. Et peut-être que plus tard, tu finiras médecin ou, bon, Ouais, ouais. bon, Faudra reprendre 8 ans d'études, là, mais c'est abusé, je t'ai mais dit que j'étais un mauvais élève, hein. tu finiras peut-être couturier ou qu'importe en fait, mais Ouais. tu aurais au moins tenté des choses et l'accumulation d'expériences te permet d'avoir, te bonifier en fait. Mm. Et c'est ça la vie. Il faut vraiment pas rester figé. Il faut avancer et voilà. Euh, Non, mais en fait, juste je rebondis rapidement oui, là-dessus. En fait, ouais. euh, être un entrepreneur, ça veut tout et rien dire. Mm. Être un entrepreneur, ça veut dire être entreprenant et faire des trucs. Donc, d'aucuns vraiment assimilent l'entrepreneuriat à la start-up, la levée de fonds. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Non. Être dans une association, faire du bénévolat, organiser un tournoi de foot, organiser des vacances, c'est de l'entrepreneuriat. Bien sûr. C'est de la gestion de projet à part entière. Bien sûr. Et là où moi, donc, tout le monde dit que je suis un entrepreneur, en fait, moi, je suis juste quelqu'un qui me met en mouvement et qui fait plein de trucs. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai plein d'histoires à raconter. Mais oui. Mais parce qu'en fait, je me nourris de tout ce que je fais en me mettant en action. Et c'est juste ça. Moi, je suis pas meilleur qu'un autre. Il y a 6 ans, j'étais sur les bancs de la fac. Mais par contre, j'ai toujours eu cette soif de me bouger, de faire des trucs. Et donc, du coup, bah oui, j'ai été capitaine de mon équipe de foot très tôt. J'ai été président de l'association des anciens de l'UPEC. Et tout ça, en fait, m'a conditionné à me dire, OK, il y a un métier qui rassemble toutes ces qualités-là. Ça s'appelle entrepreneur. Ouais. Voilà. Mais en fait, pour être entrepreneur, faut juste faire des trucs. Faut juste être entreprenant. C'est C'est ça. pour ça que je déconstruis un peu le mythe entrepreneurial de dire, bah oui, start-up, levée de fonds et tout. Non, c'est juste, bouge-toi, fais des trucs et tu auras des trucs à raconter et tu auras des valeurs à faire Ouais. valoir. Je te rejoins parfaitement parce que justement dans l'entrepreneuriat, on a entreprendre. Ouais, C'est bien juste sûr. le fait de mener une action qui justement t'amène à gérer un projet, une activité aussi petit que ça Complètement. puisse l'être. D'accord. Donc justement, pendant que tu étudies, tu n'as pas d'autres idées de projet, quelque chose Toujours. de... Bah, Toujours? toujours, si. C'est un truc qui. Je pense que ça, c'est comme un écrivain ou un peintre. C'est une sorte de veille Ouais. continuelle. Donc, en fait, toujours étudier, ah, bah, si ça, c'était fait comme ça, est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce qui manque là? Etc. Donc, ouais, j'ai toujours ça, mais je suis pas dans la dynamique entrepreneuriale à ce moment-là. Je me Ouais. dis pas, OK, je vais lancer ça. Or, quand je fais ma dernière année d'études, là, en fait, c'est all-in. Je me dis, bah, OK, j'ai un an pour retrouver la flamme que j'ai eue en moi. Ouais. Et en l'occurrence, du coup, je développe cette startup pendant ma dernière année d'études, donc Oli, Au lit, qui était oui. du coup
la première marque française de cigarettes composée de plantes naturelles bio. Naturel. Zéro tabac, zéro nicotine. Et notre mantra, notre vision, c'était de pouvoir permettre aux gens de se désaccoutumer de l'addiction de la nicotine Oui, plus sainement. Aujourd'hui, il existait des patchs, il existait des traitements. C'est un peu relou. Les taux montrent que tu refumes très rapidement. oui, Là où nous, on conservait le geste, on conservait le côté social. oui. Et au bout d'un moment, les fumeurs qu'on a aidés à arrêter de fumer se rendaient compte que juste qu'ils n'avaient plus besoin de faire ça. Mais il n'y avait pas de... C'était vraiment un traitement, entre guillemets, en douceur. En douceur. Donc voilà. Ok. Donc là, tu lances Oli, Ouais. la première marque française bio. Ouais. Mais ça marche pas. Non, Concrètement, t'as pas de clients, t'as pas. Si. T'en avais? Si. Ah, J'ai des clients. En fait, j'ai fait sur cette boîte-là, j'ai fait toutes les erreurs du monde dans l'entrepreneuriat. ouais. Déjà, j'ai entrepris seul, là où moi je suis pas très bon seul, je me disperse pas mal. Voilà, j'ai besoin d'être cadré aussi. Mm. Ça, c'est une grande leçon que j'ai eue. Ouais. Je passe beaucoup de temps à faire des veilles juridiques pour essayer de devenir un expert là où c'est pas ma qualité. Moi, je t'ai dit, faut juste que j'avance. Et en fait, pendant un long moment, pendant 7-8 mois, j'ai un peu procrastiné sur cette Ouais. boîte-là. Et à un moment, pareil, je me suis dit, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, allez, mets-toi un petit coup de pied aux fesses, va tester ton produit dans la rue. Donc chez moi, en fait, j'avais acheté une machine, j'avais sourcé des fournisseurs de plantes qui étaient dans le sud de la France, donc j'étais allé voir leur exploitation et ils m'envoyaient du coup des plantes séchées que moi je mettais dans la machine, qui faisait le tube et après moi je délivrais les paquets dans la rue. Donc pour faire tester mon produit. Du go-to-market. Go-to-market 100%. Ouais. Autant te dire qu'au début c'était catastrophique, c'était dégueulasse. Les gens toussaient, j'ai eu des effets secondaires un peu catastrophiques, je vais te passer des détails. Oui. Donc en fait, non, nous c'était juste imaginons de la menthe séchée que tu mets dans un tube et que tu mets en combustion. Ok. Et donc du coup ça faisait une odeur particulière, c'était sympa. Mais oui, en fait, on n'a pas réussi à avoir le product market fit qu'on appelle. Donc Ouais. c'est la corrélation entre le produit et le marché. Exactement. Parce qu'on avait un positionnement qui était un peu compliqué. On disait on voulait que les gens continuent à fumer plus sainement, mais plus sainement et fumer, c'est antagoniste. Donc, c'était un super hack pour attirer l'attention. Ouais. Après, bon, il y avait plein de problématiques, tout ça. Et surtout, le gros enseignement, c'est que c'est une startup super compliquée à mettre en place parce que il faut beaucoup d'argent, Ouais. il faut du temps et il faut il faut des gens qui connaissent le Ouais. milieu. Juridiquement, en Voilà, termes de juridiquement. règlement. Pardon, c'était ça que je voulais dire. Voilà. C'était en fait le marché est très réglementé, Ouais. tant d'un point de vue législatif que d'un point de vue lobbying. Donc, Oui. c'est très compliqué à mettre en place. Ouais. Et là où tout le monde me disait tu vas pas y arriver, j'y suis pas arrivé. Ouais. Ok. On pourrait trouver ça paradoxal parce que sans expérience, tu as su quand même te distinguer sur le marché justement de la crêperie. Ouais. Et paradoxalement, avec beaucoup d'expérience, tu n'y arrives pas ou du moins ton produit a du mal à prendre sur le marché. Ouais. Quels sont pour toi, sur la base de cet échec, bon, Ouais, bien sûr, vas-y. on va appeler les choses. Vas-y, répète-le, hein, vas-y, je t'en prie. Hein. Non, mais sur la base de cet échec, Ouais, très bien. quels sont pour toi les facteurs clés de succès qui ont garanti ton succès dans la première boîte Ouais. et parallèlement Ouais. les facteurs d'échec en fait dans ta boîte Oli. Ok, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais en fait, dans le fait de bien se connaître, Oui, moi, j'entreprendrai plus jamais seul. ok. Je suis pas bon là-dedans. J'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin de partager parce que c'est dur, c'est chronophage, ça prend de l'énergie. Ouais. Et en fait, tout ça est récompensé que si tu le partages. Tu vois, c'est un de mes films préférés, Into the Wild. Je sais pas si tu l'as vu, un film de Sean Penn, qui est la leçon de ce film-là, c'est le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Effectivement. En fait, c'est vrai, c'est qu'en fait, tout ça, et c'est pour ça que je te dis qu'en famille, ça peut être génial d'entreprendre en famille. Mais en fait, tout ça ne vaut le coup que si après, tu as des histoires à partager, à raconter. Ouais. Or là, j'étais tout seul. Je m'étais auto-convaincu que ma boîte, elle allait révolutionner le monde. Je l'ai appelée Oli, OLY, parce que je la voyais déjà faire une entrée en bourse. Et que sur la bourse de Wall Street, sur la bourse de Wall Street, tu n'as que les 3 premières lettres. Donc Yahoo, c'est W, H, je sais pas, Google, pareil. Et c'est pour te dire à quel point j'étais moi-même auto-convaincu de mon truc, alors qu'en fait, il y avait zéro preuve que ça allait marcher, même le contraire. Et donc l'association, moi je recommande à tout le monde de s'associer. Ouais. Et après le marché en tant que tel, quoi. C'est oui, sur le papier, tout le monde me disait que ça allait pas marcher. Ouais, peut-être qu'à un moment il y a aussi des raisons. Alors je dis pas qu'il faut les écouter, hein, mais en tout cas il faut aussi prendre ça en considération. Et c'est vrai que d'un point de vue purement rationnel, moi tout seul, c'était évident que j'allais pas réussir. Quelqu'un qui a beaucoup de fonds, qui a beaucoup de réseaux,
qui est un senior, connaît à sa 10e boîte ou autre, il peut réussir. Ouais. Et le challenge serait intéressant pour lui. Moi, j'étais encore trop jeune et surtout, là où je disais encore une fois qu'il faut bien se connaître, c'est que j'étais pas assez dans l'action au départ. J'étais vraiment dans la théorie, à faire mon benchmark et tout, donc c'est bien. Mais en fait, au bout de 2 semaines, j'aurais dû avoir un MVP, mes premières clopes, aller les faire tester, ce que j'ai fait, mais sur le tard. Donc en fait, ça s'est un peu essoufflé. Et après, en fait, l'énergie n'y était plus et j'étais passé à autre chose. Ouais. En fait, je trouve ton histoire est assez intéressante parce qu'elle sera parlante pour des jeunes en fait qui nous regardent. C'est bien quand on est jeune de pouvoir s'associer, de trouver des personnes avec qui on partage la même vision Ouais. ou même s'ils partagent pas forcément la même vision, des personnes vers qui on peut se tourner pour avoir des conseils, pour avoir des avis, pour pouvoir parce que toi dans ton cas par exemple avec Oli, si tu t'étais entouré ou tu avais eu des avis, tu saurais que voilà ton produit, il fallait le faire comme ça. C'était une sorte d'interview client, en fait. Ouais, complètement. Mais il faut s'entourer. Et ça, c'est un conseil que je donne à absolument tout le monde. Il faut s'entourer. Il ne faut pas rester seul. Le mythe de la super idée que personne va vous, que il faut pas en parler, etc. Il faut absolument la déconstruire parce que ça n'existe pas. Personne n'a une super idée qui va révolutionner le monde. Il y a que des idées qui sont converties en action, qui créent des trucs. Donc en fait là, moi j'étais tout seul dans mon monde à me dire j'ai une idée qui va révolutionner le monde. En fait j'ai rien révolutionné parce que j'étais tout seul. C'est ça. Et en plus je remarque souvent que quand on pense qu'on a une superbe idée, l'idée elle est parfois superbe, mais des temps après, peut-être des mois ou des semaines plus tard, tu te rends compte que quelqu'un a déjà eu la même idée. Il a déjà lancé le même produit, le même service. Bien sûr. Mais la seule différence entre quelqu'un qui a une idée et toi en France et la personne qui l'a en Angleterre, c'est qui va avancer le plus vite, qui va se bouger les fesses et qui va faire quelque chose de cette idée. Parce qu'en fait, moi j'ai 10 000 idées. En venant là en scooter, j'ai eu des idées. Mais en fait, qu'est-ce qui va faire que ça va rester une idée ou que ça va devenir une boîte? Ça va être ma capacité en sortant du studio à me dire ok, cette idée, je vais en faire un truc. C'est ça la vraie force d'un entrepreneur. Au-delà de la volonté aussi, vraiment, il y a aussi l'aspect financier qui est non négligeable aussi. Comment obtenir des fonds pour pouvoir faire marcher. Moi, je suis convaincu que il y a quelques secteurs où cette vérité est absolue. La tech, la santé. Pour moi, tous les autres business, ils peuvent être lancés sans 1 euro. Sans 1 euro en... C'est sûr? Ouais, certain. J'y crois beaucoup. Et quand je dis 100 1 euro, oui, il faut travailler le soir pour avoir un peu de fonds, pour vivre et pour survivre. Mais pareil, le mythe de se dire ah ouais, je peux pas entreprendre parce que j'ai pas d'argent ou autre, j'y crois pas. Si tu t'entoures bien, si tu te retrousses les manches, tu as rapidement un peu d'argent à investir un petit peu dans un MVP, dans un prototype. Et en fait, le prototype et le MVP va tout de suite te dire s'il y a de l'attraction et si ça vaut le coup. Si ça vaut pas le coup, bah oui, tu vas pas commencer à aller chercher des fonds pour un produit pourri. L'erreur que j'ai faite moi d'ailleurs sur Oli. Je suis allé lever des fonds, j'ai essayé de contacter des fonds, je me suis fait rembarrer. Je me suis fait rembarrer parce que c'était pas cohérent. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Donc, dans cette période-là, en fait, ton produit ne marche pas, donc pas d'entrée d'argent. C'est bien ça. Un peu. On avait des clients, mais pas assez, quoi, non. Pas de sorte à ne pas... Est-ce que ça te permettait de couvrir tes charges? Non, pas du tout. Je perdais pas d'argent, ce qui est très important pour moi. J'ai un rapport à l'argent qui est très personnel. Je suis un peu obnubilé par le fait d'être rétribué de mon énergie et de mon temps. Donc, perdre de l'argent, je tolère pas, je conçois pas les modèles économiques où tu dépenses plus que tu gagnes. Moi, ça me va pas du tout. Donc, j'étais au moins à l'équilibre sur Oli. De temps en temps, j'arrivais à faire des opérations dans lesquelles je gagnais de l'argent, des concours, etc. Mais oui, non, à cette époque-là, j'avais les petites économies que j'avais gagnées au Brésil. Le système français est bien ou mal fait, je sais pas, mais après l'année d'alternance, t'es au chômage. Donc, ça te permet d'avoir une année pendant laquelle tu peux charbonner en étant payé. Tu es payé pour créer ta boîte. C'est quand même incroyable, ça. On est le seul pays au monde où tu es payé pour créer ta boîte. Donc, il faut en profiter. Et c'est l'année où, en gros, tu fais, encore une fois, tapis sur l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai capitalisé dessus. Et en fait, quand tu parles d'échec sur cette boîte, c'est un échec commercial, de vision, etc. Par contre, l'échec, c'est toujours pareil. Tu as 2 manières de le voir. Soit tu dis c'est une catastrophe, j'ai tout raté. Soit tu dis ok, j'ai tout raté. Qu'est-ce que j'ai appris? En fait, je sais que j'ai beaucoup raté et que je raterai plus jamais. Non, mais après, quand je dis échec... C'est bon, j'ai compris.
Oui, après, c'est un échec, mais justement, ça t'a permis d'avoir des retours, en fait, une certaine expérience, de savoir qu'est-ce que je pourrais faire par la suite, Ouais, ce que je ne vais plus faire aussi, complètement. et aussi d'acquérir un réseau, Mmh. des personnes de confiance avec qui tu travailles peut-être Ouais, certainement tous. Ouais, tous, ouais, tous. voilà, jusqu'à présent. Donc, c'est aussi ça. Moi, je voulais te demander, est-ce que pendant cette période aussi, tu t'es pas dit, peut-être je vais m'orienter vers un CDI, de l'intérim, ou pas du tout? Non, 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 pas du tout. Pas que je sois anti-CDI, anti-salariat ou autre. Bien au contraire, je j'oppose jamais le salariat et l'entrepreneuriat. Ouais, Moi, je pense que je pourrais être un super salarié. ouais, Je pense que je serais un super salarié pour la simple et bonne raison qu'en fait, je serais un salarié entrepreneur. ouais. Et en fait, c'est que pour moi, encore une fois, entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est une manière de voir le monde, c'est une manière de se décarcasser. Et Ouais. donc, du coup, moi, je me suis jamais dit, oui, je vais rentrer dans une boîte ou autre, juste parce que j'étais dans cette dynamique entrepreneuriale-là et je me suis dit, OK, bah ça va pas marcher, je vais faire autre chose. Mais encore une fois, tous les, euh, tous les salariés qui ont un mindset entrepreneurial, et moi je le vois aujourd'hui parce que je recrute pas mal, je Ouais. recrute aucun étudiant, aucun salarié qui est pas dans cette dynamique-là. Un salarié entrepreneur, c'est quelqu'un à qui tu vas dire fais A, il va te faire A, il va te proposer B. Ouais. Il va aller plus loin, ou bien il va faire différemment. Et c'est ça, en fait, moi, ce que je recommande, c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux avoir une dynamique différente et comment est-ce que je peux être quelqu'un d'exceptionnel. Et Ouais. un salarié peut être quelqu'un d'exceptionnel. Bien sûr, bien Même sûr. si d'ailleurs il ne se cantonne pas à une dynamique entrepreneuriale. Chacun fait ce qu'il veut, j'oppose personne. Je dis Mmh. juste que moi, je ne me suis pas posé la question, mais j'oppose pas le salariat et l'entrepreneuriat. Je dis juste que moi, ma vie, c'est l'entrepreneuriat. Je ne suis pas mauvais là-dedans, je m'épanouis là-dedans. Donc je pense que je ferai ça toute ma vie. Ouais, Je me le souhaite en tout cas, j'espère. ouais, Mais si jamais à un moment je suis fatigué de l'entrepreneuriat ou je ne suis plus animé, bah, je pense que je serai un super salarié. ouais. Je trouve ça très bien que tu n'opposes pas salariat et entrepreneuriat parce que c'est ce que bon nombre de personnes font quand même. Ouais, Or, en fait, en tant que salarié, tu peux être également intrapreneur, ouais, bien c'est-à-dire sûr. mettre en place des idées innovantes, Mhm. quel que soit le secteur d'activité. Et en fait, ça rejoint en fait tout ce qu'on est en train de dire depuis le Ouais, début, c'est vraiment trouver son élément, ouais, exactement. dans quoi je suis bon Mhm. et le faire tous les jours de ta vie, Ouais. en fait. Bon, ça, je regarde la caméra, comme ça, au moins, c'est clair. Il y a une grande leçon dans la vie que mon mentor m'a donnée, Ouais, c'est de trouver son élément. L'élément, en fait, c'est le point de connexion entre ce que tu adores faire dans la vie et ce dans quoi tu es très bon. Et en ouais, fait, pour trouver ce point-là, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment se creuser la tête et il faut vraiment travailler. Et une fois travailler. que tu as trouvé ton élément, une fois que tu as trouvé le truc qui t'anime et qui te fait vibrer, la vie, elle est géniale. C'est Tu ça. vois, moi, venir encore une fois ce matin-là, je suis trop content de venir là parce que Ouais, c'est mon élément, c'est mon truc. C'est mon truc de parler d'entrepreneuriat, de faire de l'entrepreneuriat, pas ouais, trop d'en parler. Moi, je suis plus dans l'action. ouais, Mais c'est mon truc d'être avec des entrepreneurs, des étudiants entrepreneurs comme toi. ouais, C'est ce qui m'anime. Donc, ça me va très bien. Et une fois que tu as trouvé ça, tout roule, tu vois. C'est ouais. génial. Ouais, c'est parfait ce que tu dis. Et en plus, moi, je suis dans une certaine réflexion actuellement. On est dans une sorte d'effervescence de l'entrepreneuriat. Ouais. Tout le monde veut entreprendre et beaucoup de jeunes veulent entreprendre. C'est très bien, je suis totalement pour ça. Après, je me dis, est-ce que ce n'est pas lié aussi à un désir de ne pas être subordonné à quelqu'un, de ne pas recevoir des ordres, voilà. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Moi, je pense que c'est un de mes gros red flags, ça. Les Ouais, gens qui veulent entreprendre parce qu'ils veulent pas avoir d'ordre, parce qu'ils aiment pas l'autorité. ouais, Euh, je pense que ouais, ça ramène à quelque chose de plus profond quand tu es comme ça. Et après, chacun a son moteur, ouais, chacun a son leitmotiv ou autre. Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'autorité, avec l'ordre. J'ai toujours été un élève sérieux, studieux, assidu. Et donc, ouais, non, j'ai pas de problème avec l'autorité. Si ça permet à certains étudiants de créer des boîtes et d'être autonomes, génial, allez-y. ouais. Moi, c'est pas mon truc. Ouais, c'est exactement ça parce que j'avais la même réflexion que toi et moi je me suis dit justement le fait entreprendre c'est très bien mais le fait de travailler aussi au départ dans des boîtes en fait ça te Ouais, permet d'apprendre beaucoup de choses sur la gestion de coûts, finances, bien gestion sûr. des budgets, marketing etc. Et donc vraiment ce que moi je veux dire aussi aux jeunes qui nous regardent c'est vraiment d'être focus sur le fait qu'en travaillant dans des boîtes on apprend en fait et c'est en apprenant justement c'est celui qui forge qui peut devenir forgeron par la suite. Donc, Absolument. c'est vraiment en apprenant dans des boîtes que tu peux ensuite mettre en place ta propre boîte. Quoique quand tu as pu le faire sans avoir une expérience au préalable, mais l'expérience montre que c'est toujours Ouais, bien sûr, de pouvoir le faire. complètement.
tu es quand même jeune directeur aussi de la Makers Factory, Yes. l'écosystème entrepreneurial qui diplôme, forme, finance Et fédère les et étudiants. fédère les Ouais, étudiants entrepreneurs. absolument. Et je suis d'ailleurs étudiante Très de bien. cette formation. Bon, spoiler alert, c'est pas du placement de produit ou quoi que ce Un soit. peu, si. Pas du tout. Ouais, d'accord. Euh, Toi, en tant que jeune directeur, Ouais. est-ce que il n'y a pas eu d'effort, tu t'es senti, tu t'es senti non légitime ou tu n'as pas eu des phrases du genre il est trop jeune, de quoi il me parle en fait? Si, je me suis posé la question. Maintenant, non, moi je me considère légitime parce qu'encore une fois, je sais que je suis capable d'assumer cette responsabilité-là Ouais. et et de délivrer des bons conseils, d'être un bon, un bon encadrant, un bon formateur, de pouvoir driver et de pouvoir motiver tout le monde. La question de la légitimité, moi, je la déconstruis aussi pas mal. En fait, tu te poses pas cette question-là si tu es sûr de toi. Par contre, on me l'a posé. Ouais. J'ai eu affaire à «Ah, mais vous êtes super jeune ou autre». En fait, tout de suite, tu fais redescendre et déconstruis justement cette remarque qui a pas trop de sens. En fait, si la personne te dit ça, c'est soit qu'elle a pas confiance en toi, soit que tu lui aspires pas une réelle sympathie ou autre. Ouais. Donc en fait, tout de suite, faut déconstruire ça en disant «Bah ouais, je suis jeune. Ouais, j'ai des responsabilités que peu de gens ont à mon âge, Ouais. mais si je les ai, c'est pour une raison». Et là, tu déroules tac, tac, tac et les gens comprennent. Parce que l'expertise n'est pas liée à l'âge en réalité. Mais pas. C'est aussi lié. En fait, c'est pas Ouais. lié à l'âge, c'est lié à ce que tu fais et ce que tu as fait. Ouais. Tu peux avoir 50 ans Oui. et avoir aucune expertise. Et donc ne pas être légitime sur certains sujets. Mais tu peux avoir 18 ans et être un expert du code. Bah, je vais t'écouter. Ouais. Je vais t'écouter parce que tu es plus un expert que moi. Ouais. Donc en fait, pour moi, l'âge ne. Ce que tu disais, tu me parles pas d'âge. C'est juste Ouais. si tu es bon, Ton expertise voilà. parle plus que Exactement. ton âge en fait. Exactement. Ok, c'est très bien. Donc, au sein de la Makers Factory, justement, tu formes, tu encadres, bon, pas toi directement toujours, mais il y a également des intervenants. Ouais. Est-ce que selon toi, tous les étudiants, bon, pas forcément tous les étudiants, tout jeunes, est appelé à entreprendre? Non. Non. Les chiffres le montrent hein, sur nos promos qui sortent du M2. Il y en a pas beaucoup qui créent des boîtes. Il Oui. y en a pas beaucoup parce que bah, tu te rends compte que c'est peut-être pas fait pour toi pendant les 2 années d'études. Oui. Tu te rends compte que bah, ouais, c'est pas le bon moment. Ouais. Ce qu'on appelle en entrepreneuriat le momentum. Donc, c'est le bon moment, être la bonne personne au bon moment. Ouais. Peut-être que pour toi, c'est pas le bon moment de créer une boîte. Par contre, là où tu as un avantage concurrentiel par rapport à tout le monde, c'est que tu as fait 2 ans avec des super formateurs qui sont que des pros, qui t'ont appris concrètement à quoi ça sert, ce que tu vas apprendre dans la vraie vie. Oui. Tu arrives dans le marché du travail, tu as déjà travaillé sur des projets d'open innovation avec des grands groupes au sein de notre structure, Oui. tu t'es fait un réseau de malades, tu as des compétences que personne d'autre a, et donc du coup, bah, en fait, dans le salariat, tu t'éclates. Mais parce que tu n'es pas un salarié classique, tu es un salarié entrepreneur. Et Ouais. tous les groupes avec lesquels on travaille sont trop contents de recruter nos étudiants post-M2 pour la simple et bonne raison qu'ils ne recrutent pas des étudiants, ils ne recrutent pas des juniors, ils ne recrutent pas des jeunes étudiants, ils recrutent des profils euh, 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 concrets, qui Ouais. travaillent bien, qui ont une méthodologie, qui ont des skills que personne d'autre a. Ouais. Mais tout le monde n'est pas appelé à entreprendre, enfin tout court d'ailleurs, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre à un certain moment. Il faut juste, encore une fois, bien se connaître et faire les choses au bon moment. Oui. Quentin, malheureusement, l'émission touche progressivement à sa fin. Je vais te poser deux petites questions pour terminer. Yes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser en commentaire des avis sur l'échange qu'on est en train de Abonnez-vous. faire avec. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça donne de la force. Oui. Quentin, tu n'es pas sans savoir que actuellement on est dans une actualité de l'IA. Il y a eu très récemment également le sommet de l'IA. Ouais. Est-ce que selon toi, l'IA est une opportunité ou une menace pour les jeunes startups, TPE, PME? Opportunité. À Opportunité? 100%, je vois pas en quoi c'est une menace. L'histoire montre que toutes les innovations ont été destructrices dans une certaine manière. Internet, les caisses automatiques a détruit certains emplois. Oui. Mais je crois que c'est Schumpeter qui disait que c'est de la destruction créative. Donc en fait, c'est juste le monde qui change, qui évolue. Il va y avoir des métiers qui vont ne plus exister, d'autres qui vont se Muter. réinventer, Oui. qui vont muter, qui vont évoluer. Pour moi, c'est une opportunité de fou. Et Ouais. il faut juste prendre le bon moment. Donc, par exemple, nous, dans nos programmes de formation, Ouais. y a un gros module sur l'IA. Parce Ouais. qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, tu peux plus sortir d'un bac+5 sans avoir des fondamentaux de l'IA, comment utiliser ChatGPT, mais comment bien l'utiliser,
comment maîtriser toutes les IA qui existent pour les internaliser à tes process, à ta boîte. Ouais. Et tout ça, bah voilà, faut se mettre au parfum, quoi. Donc ouais, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Ouais. Bon, finalement, opportunité et en même temps menace, parce que il y a quand même des IA qui te permettent de clowner, de faire des vidéos, de clowner ta voix en espagnol, en anglais. C'est quand même parfois très effrayant, mais justement, c'est comment l'apprivoiser de façon aussi éthique. Voilà. Comme Il tout, y a hein. pas, voilà, Comme comme tout, tout. hein. Internet, tu peux faire des choses très graves, hein, sur Internet. Oui, Bah, à côté de ça, on passe notre vie sur Internet. oui. Non, je suis très aligné avec ça. Pour moi, c'est. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et toi, est-ce qu'au quotidien, tu utilises une IA, des agents IA pour automatiser des tâches ou Ouais, mais pas à leur plein potentiel. Je suis quand même dans un secteur, l'éducation, où c'est vraiment de l'humain. Par contre, oui, sur tout ce qui est administratif, tâches rébarbatives, ouais, j'utilise les IA pour justement gagner du temps et me Ouais. consacrer sur ce qui a vraiment de l'importance, de la valeur. Et c'est le contact humain, le partage et être au contact de mes bénéficiaires qui sont les étudiants, les partenaires, les startups et capitaliser là-dessus. Ouais. Ouais. C'est en fait pour tous ceux qui ont peur que l'IA en fait euh, engendre en fait la suppression d'emplois, Ouais. etc. En fait, il faut le prendre comme un allié. Oui, bien Il faut sûr. le prendre comme un allié. En réalité, il y aura juste des mutations de. Si tu le prends comme un ennemi, tu vas louper le coche. C'est ça, Et c'est aujourd'hui, il ça. y a plein de gens qui ont loupé le coche de l'Internet, nos grands-parents ou tout, ils sont un peu en décalage. Ouais, Donc, toi, tu as l'âge où il faut que tu prennes le coche. J'ai l'âge où il faut que je prenne ouais. le coche. Bon, let's go, on Exactement. prend la vague. Alors, dernière question, qui est une question assez importante pour moi. Mm. Tu collabores avec énormément de personnes. Ouais. Quels sont pour toi, vraiment de façon très sincère, Quentin, quels sont pour toi les red flags, par exemple, pour un jeune qui veut s'associer à quelqu'un pour un projet? Moi, j'ambitionne avoir un associé, voilà. Mm. Quels sont pour toi les red flags vraiment qui te disent, non, celui-là ou Mm. celle-là, vraiment, il faudra Ouais. pas collaborer avec elle ou avec lui? Il y en a beaucoup. Moi, Juste toi. je suis assez intransigeant là-dessus, donc je suis très clair. Faut faire attention à ce qu'on appelle les signaux faibles en entrepreneuriat. Ok. Les signaux faibles, c'est des petits trucs formels, informels, qui vont te mettre la puce à l'oreille Ouais. et qui vont te dire j'ai un doute. Ouais. Et il y a un adage qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc en fait, moi, il y a plein de petits facteurs qui font ça. Ouais. L'exemple typique, c'est si jamais, imaginons, j'invite quelqu'un au restaurant pour potentiellement lui proposer un business ou m'associer et qu'à la fin du repas, il daigne même pas faire semblant de vouloir m'inviter, red flag, c'est fini. Ouais. Voilà, pour moi, ça me va pas. Ouais. Donc c'est pour ça, tu vois, moi, ça va dans la dynamique d'inviter et de faire plaisir aux gens. Si jamais tu fais pas ça, ça va être un signal faible qui va me dire, ok, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs. Ouais. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que moi, je marche beaucoup à l'humain et à l'humour notamment. Ouais. Moi, franchement, je veux me marrer dans toutes mes affaires, dans tout ce que je fais, parce que sinon, ça vaut pas le coup. Si jamais, tu vois, si on n'a pas la même sensibilité, le même humour, que de temps en temps, je fais une blague, tu me regardes un peu chelou, Ouais. en fait, peut-être que c'est moi qui suis un beauf et qui ai un mauvais humour. C'est possible. Ouais, tu peux dire oui, voilà. Tu me connais bien. Peut-être que c'est ça, mais en fait, si tu matches pas là-dessus, Ouais. en fait, moi, je vais pas me marrer, je vais pas prendre du plaisir à venir te voir, à discuter pendant des heures de notre business ou autre, et donc ça marchera pas. Donc ça, c'est les deux. Et après, c'est plus une question de valeur, d'éducation, où moi, je peux pas matcher avec quelqu'un qui est impoli. C'est pas des trucs de ouf, genre des red flags. C'est juste des petits trucs qui mis Signaux bout à, faibles. voilà, des signaux faibles qui mis bout à bout te disent, ok, cette personne-là, on peut pas C'est faire affaire mort. ensemble. Ouais, c'est bon. Ok. Quentin, vraiment, merci d'avoir fait le déplacement et de m'avoir permis de pouvoir quand même t'interviewer sur ton parcours. Trop bien. Et je crois qu'on fera une partie 2 vraiment très axée sur la Makers Factory, C'est bien. ce qu'on fait au sein de l'écosystème entrepreneurial, Yes. parce que je suis certaine en fait que ça va intéresser beaucoup de jeunes. Et surtout, encore une fois, on le répète, c'est un peu On barbant. le martèle. On le martèle, mais abonnez-vous pour nous donner de la force et on se retrouve pour un prochain épisode dans le Jessie Talk. See you! Merci.